Très bien. Vous sentez fatigué? Voilà. Vous vous sentez un petit peu fatigué? Oui. Oui. Faire mal pour un soignant, je pense que c'est extrêmement difficile. C'est parfaitement antinomique avec exercer la profession d'infirmier, d'infirmière et faire mal. Quand on choisit ce métier, c'est pour faire du bien, c'est pour accompagner, c'est pour aider. En tout cas, c'est pas pour faire mal, hein, de base. Et puis, de toute façon, les usagers attendent de nous aussi qu'on soit disponible, efficace, qu'on soulage. Je fais l'orange, je ne sais pourquoi. Je me suis la mange, ni souris ni roi. C'est un chat étrange. Bravo! Et pourquoi il est étrange, le chat? À votre avis, qu'est-ce qui a marché là? Pourquoi ça a marché là? Parce qu'il a été préparé bien avant. C'est-à-dire? C'est bien suivi, là, c'est mieux suivi parce que la dame l'a mis en confiance, lui a expliqué ce qui se passerait. Et je pense que ça fait beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Il faut bien leur expliquer aux enfants, quoi, Aujourd'hui, c'est génial. Ouais. Je suis contente, là, aujourd'hui. Et comment ça s'est... Quand il avait peur, racontez-nous un peu comment ça se passait. Bah, il ne sait pas très faire, quoi. Il ne sait pas faire du tout. Ouais. La dame, elle avait beaucoup de mal à faire les pansements. Des fois, on était à 3-4 à le tenir. Ouais. C'était pas évident, quoi. Et après, il en parlait à la maison, qu'est-ce qu'il disait sur les... Il voulait pas retourner à l'hôpital. Ouais. Il voulait pas. Il disait qu'il préférait rester sur son fauteuil roulant plutôt que d'aller là-bas. D'accord. Il s'en foutait s'il marchait pas après. Le Méopa est un antalgique, on va dire, de puissance moyenne. C'est un très bon médicament pour détendre l'atmosphère, dans la mesure où, notamment, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, le côté un peu euphorisant du produit permet d'enlever le stress, d'une certaine façon, également peut-être d'entraîner une petite modification de la perception de l'environnement, en même temps qu'effectivement ça a un effet antalgique réel. La situation du Méopa sur l'échelle classique de l'OMS en 3 paliers, on pourrait dire que le Méopa pourrait être un palier 2 à peu près. Le Méopa est un excellent produit parce que facile à administrer et d'action rapide, mais il faut en savoir les limites sur le plan, on va dire, analgésique. Ça n'est pas une anesthésie complète qu'on fait sous Méopa. Alors dans le cas de l'anesthésie générale, on utilise du protoxyde d'azote avec de l'oxygène, bien évidemment, et depuis fort longtemps. Par contre, le mélange équimoléculaire d'oxygène et de protoxyde d'azote est, lui, un mélange analgésique qui est principalement destiné à l'utilisation hors bloc opératoire. Les bénéfices au quotidien donc, de l'utilisation du Méopa dans le cadre du SMUR, je dirais que c'est une rapidité et une facilité de mise en œuvre. Ça permet vraiment très très rapidement de pouvoir débuter une analgésie chez un patient traumatisé par exemple, ou chez un brûlé, avant même par exemple la pose d'une perfusion. Donc c'est vraiment un avantage énorme. Nous, on l'utilise donc essentiellement en traumatologie. L'intérêt principal, c'est de pouvoir mobiliser des patients très douloureux et qu'on ne peut pas bouger sans analgésie. Donc le Méopa permet en quelques minutes d'obtenir une sédation, une analgésie et une anxiolyse en fait, hein, et aussi de placer donc la perfusion pour passer la morphine qu'on associe toujours au Méopa. Ensuite, ça permet de mettre en place les mécanismes de contention. On a des attelles spécifiques pour essayer de replacer, de réaligner essentiellement les os fracturés, etc. Et de le placer dans le matelas coquille, puis le mettre dans notre unité mobile hospitalière. Le mécanisme d'action du protoxyde d'azote, il est entrevu. On n'a pas que des certitudes, on sait quand même évidemment les effets cliniques, hein, les effets euphorisants, les effets anxiolytiques, les effets antalgiques, mais au niveau antalgique, il y a probablement des libérations d'endomorphines, donc les substances endogènes que notre corps sécrète
et qui ont une action antalgique. Il y a une action qui s'appelle anti-NMDA, c'est une action sur des récepteurs spécifiques de la douleur, et ça maintenant c'était bien documenté, notamment chez l'animal. Donc voilà. Et puis il y a des actions anxiolytiques, donc là aussi sur les structures cérébrales, il y a des études maintenant avec une imagerie un peu sophistiquée qui montrent vraiment une action spécifique du protoxyde d'azote sur ces régions cérébrales. Donc voilà ce qu'on sait à l'heure actuellement, mais on ne sait pas tous les mécanismes intimes d'action du protoxyde d'azote. Il faut apprendre à l'utiliser, on voit que c'est vraiment très simple, puisqu'il suffit de s'en servir finalement comme on se sert de l'oxygène, mais de façon ciblée. Il faut vraiment adapter l'usage du médicament à certaines indications. Je dirais que même une personne peu initiée, en fait, a tout sous la main sur les filtres et sur les masques. Il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas brancher le système à l'envers. Donc, assez facilement, une personne relativement peu initiée va pouvoir utiliser le Méopa. Pour utiliser le Méopa, vous avez tout d'abord besoin d'un kit d'administration du Méopa. En voici un. Comme vous pouvez le constater, il est muni d'un ballon autoremplisseur, d'une tubulure que vous allez raccorder à une bouteille de Méopa, d'une valve anti-retour qui permettra l'administration de Méopa au patient et l'évacuation des gaz expirés, afin d'éviter toute réinhalation. Vous avez ensuite besoin d'un filtre antibactérien à usage unique qui vous permettra de protéger votre kit d'administration afin que celui-ci soit réutilisé. Enfin, l'interface patient-kit d'administration est matérialisé par ces masques de différentes tailles, de la taille 6 pour le plus grand à la taille 1, il en existe également de plus petits. Maintenant que vous disposez de votre kit d'administration de Méopa, vous avez besoin d'une bouteille de Méopa. La voici, ceci est une bouteille d'1 mètre cube, elle est munie d'un robinet que vous passerez de la position 0 à la position 1 pour l'allumer. Vous disposez également d'un manot détendeur vous indiquant la pression qu'il vous reste dans votre bouteille. Avant toute administration, cette bouteille doit bien entendu être fixée pour des raisons de sécurité. Pour l'administration, connectez le tuyau à la bouteille, connectez ensuite le filtre antibactérien au dispositif, puis choisissez le masque le plus adapté à la morphologie de votre patient. Enfin, réglez le débit sur le manot détendeur, laissez le ballon auto-remplisseur se remplir et enfin, administrez. Pour les enfants, par exemple, qui sont phobiques du masque, on peut utiliser un embout buccal. Mais ça peut être aussi pour les enfants qui peuvent avoir un trauma, pour une suture sur le visage, par exemple, pour qu'on libère le visage, et donc ils peuvent respirer à travers ce système. Vous pouvez également administrer le Méopa à l'aide d'un masque à haute concentration. Il existe un modèle adulte, un modèle pédiatrique. Vous n'avez qu'à raccorder le tuyau sur votre bouteille de Méopa. Vous ouvrez votre débit-litre. Prenez bien garde à laisser la poche réserve se remplir. Une fois celle-ci remplie, vous n'avez plus qu'à appliquer le masque sur le visage du patient. Dans certains lieux qui sont clos, fermés, ou dans des lieux où il y a des soins réguliers et répétés, on peut, pour évacuer les gaz, utiliser un système d'évacuation. En fait, on a prévu de raccorder la portion expirée donc de la valve au hublot, en fait, tout simplement, ce qui permet de faire sortir les gaz dehors. Je vais faire une anesthésie locale, donc vous injectez dans la plaie un anesthésiant local qui pourrait peut-être éventuellement être douloureux, mais pour éviter ce méfait, on va vous faire respirer un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui va vous relaxer, d'accord, et vous faire diminuer la sensation de douleur de manière très importante, de manière à ce que vous puissiez être plus coopérant quant au geste chirurgical que je vais faire. Il ne faut pas de consultation d'anesthésie avant l'administration de Méopa et il n'est pas nécessaire non plus de respecter un jeûne comme pour une chirurgie habituelle.
Par contre, il est sûr que le Méopa est administré soit par des médecins, soit par du personnel paramédical, sur prescription médicale pour un acte soit diagnostique, soit thérapeutique. Les personnels susceptibles d'utiliser le Méopa sont d'abord toutes les personnes qui ont été formées à son utilisation. Alors ça comprend bien évidemment les professions médicales, les médecins, les sages-femmes, les dentistes, mais aussi les professions paramédicales, et parmi celles-ci, on peut citer les infirmières, les kinésithérapeutes, les manipulateurs radio, les puéricultrices. Ce qui est important là-dedans, c'est que tous ces gens aient été formés à l'utilisation du matériel et aussi à la surveillance du patient et à la reconnaissance des effets indésirables. La présence d'un médecin n'est pas nécessaire pour une administration, on va dire, standard de Méopa. Par exemple, pour mettre en place une voie veineuse, réaliser les prélèvements sanguins, l'infirmière est parfaitement autorisée à administrer du Méopa, toute seule, sans la présence d'un médecin. Par contre, pour tous les patients qui sont sous morphinique, par exemple, sédatifs, ou des patients fragiles, on recommande souvent que la première administration soit réalisée en présence d'un médecin, de façon à vérifier que la tolérance de l'administration est correcte. Faut-il oxygéner les patients avant ou après l'utilisation du Méopa? Non, car on sait que le mélange contient 50% d'oxygène. C'est un mélange hyperoxique, donc il n'y a même pas besoin d'utiliser un oxymètre. Par contre, un patient fragile, un patient qui est polymédicamenté, là évidemment, on mettra un oxymètre pour vérifier que tout se passe bien. L'auto-administration, c'est le meilleur moyen d'éviter tout surdosage, puisqu'à partir du moment où le patient tient lui-même son masque, quand il s'endort, il le lâche. Vous allez le tenir, hein, voilà, comme ceci, vous respirez calmement. Voilà. Alors avant de prescrire une administration de Méopa, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication à son utilisation. Alors parmi les contre-indications, on peut citer un traumatisme crânien non évalué, une altération de la conscience, là encore non évaluée, un certain nombre de situations où il peut y avoir accumulation d'air dans les cavités closes à l'intérieur de l'organisme. On peut citer par exemple les accidents de plongée, on peut citer le pneumothorax, on peut citer aussi les occlusions graves par exemple. Ça va ? On entend souvent dire qu'il ne faut pas utiliser le Méopa chez les asthmatiques, les drépanocytaires, etc. En pratique, il n'y a pas de pathologie spécifique pour lequel le Méopa ne doit pas être utilisé. En tous les cas, l'asthme n'est pas une contre-indication. Le drépanocytaire peut largement bénéficier de l'utilisation de Méopa. C'est souvent utile aussi chez les patients infirmes moteurs cérébraux. Et les antécédents de convulsions ne sont pas non plus une contre-indication à l'utilisation du Méopa. Quand on veut qu'un soin se déroule bien, je pense qu'il faut s'adapter au patient. Donc si c'est une personne, un adulte, ben c'est pareil, il peut être assis dans un fauteuil pour qu'il puisse vraiment se détendre. Et chez l'enfant, c'est la même chose. On va essayer toujours de privilégier son confort parce que comme il va avoir un relâchement, ben que, bien sûr qu'il ne tombe pas, hein, qu'il soit maintenu de façon souple. Il ne faut pas nous mouiller, Tibia. Allez, tu veux t'allonger un petit peu? Tibia, de ce côté-là. Allez, viens. Tranquillement. Voilà. T'as vu? Le peu de cas d'opposition qu'on a, ça n'est pas par rapport au Méopa en lui-même, c'est plus par rapport à ce côté phobique. On met un masque sur le visage de quelqu'un, il sent pourtant qu'il y a un flux de gaz, il arrive à respirer, mais il a l'impression que ce masque l'oppresse, il a la sensation d'étouffer. Alors par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez difficile, quand vous avez des personnes qui sont vraiment très paniquées, de leur faire entendre raison et de leur dire « mais non, vous n'allez pas étouffer ». Il y a un gaz mais qui arrive, vous pouvez respirer, essayez. Malgré tout, on peut avoir parfois quelques oppositions. C'est le principal problème qu'on pourrait dire que l'on rencontre. Mais c'est assez exceptionnel. De temps en temps, on voit des enfants qui veulent bien recommencer. Et donc je leur dis que si de nouveau ça se passe mal, eh bien, on arrête l'inhalation du Méopa. Des fois, ils peuvent dire que ça sent mauvais. Le gaz sent mauvais. Alors, on sait que le Méopa, c'est un gaz incolore et inodore.
Et souvent, la mauvaise odeur, c'est des enfants souvent qui ont été opérés. Et donc, ils ont le souvenir de l'inhalation, de l'anesthésie générale. Et effectivement, les halogénés ont une odeur très spéciale et qu'ils n'oublient pas. Donc, je leur fais prendre conscience que le gaz ne sent rien. Et s'ils trouvent que ça a une petite odeur, je dis que c'est sûrement véhiculé par le caoutchouc, par le masque. Mais je peux aussi, moi j'ai souvent soit des crayons parfumés, soit des lingettes odorantes, où je peux badigeonner le masque pour leur montrer que ça sent rien. Et puis, dans la suggestion de leur dire, de respirer, de me dire à quoi, enfin, leur fait penser le crayon ou l'odeur que j'ai fait respirer. Et puis, je pars sur là-dessus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à bien se détendre, d'accord? Et à bien respirer dans le masque, tranquillement, tu vois? Parce qu'en fait, plus tu vas souffler dans le masque, plus ça te fait tousser un petit peu, c'est pas grave, on va continuer tranquillement. Les effets indésirables sont mineurs, relativement fréquents, on va dire dans 10 à 15% des cas. Alors ces effets mineurs peuvent être de plusieurs types, des désorientations, des agitations, ou bien des vomissements, ou bien des impressions de dissociation assez difficiles à expliquer. Enfin, globalement, c'est tous des effets mineurs, fugaces, et qui disparaissent extrêmement rapidement après la fin de l'administration. Ça va? Ouais, allez-y. Nous avons fini, monsieur. Ne bougez pas, je vais vous faire le pansement. Voilà, on va enlever le... Voilà. Ça va? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Vous avez eu de mal pendant la procédure? Rien du tout. D'accord. Alors, avant d'administrer du Méopa à un patient, il y a un minimum d'informations à lui fournir, ne serait-ce que sur les modalités d'administration de ce produit. Ça peut être surprenant puisque c'est quand même un médicament qui va être administré par l'intermédiaire d'un masque. Donc, il faudra quand même lui expliquer que c'est un gaz qui va respirer et que c'est au fur et à mesure des respirations qu'il va pouvoir se détendre. Et puis, il faudra l'informer de ce qu'il peut ressentir. Alors des effets attendus, mais aussi des effets un petit peu plus surprenants. Et il vaut mieux avoir prévenu les patients de ces sensations et surtout leur dire que c'est normal, qu'ils peuvent ressentir ça et que c'est pas parce qu'ils ont ces sensations-là que ça ne marche pas. C'est parce que tu es très gourmand, hein. Ça fait des petits picotements dans ta bouche. Ça fait quoi? Raconte-moi un peu. On dirait des fourmis. Ah, c'est rigolo, mais c'est normal. C'est le masque en fait, c'est l'art magique. Parfois, il fait des petites fourmis partout. On prévient les patients, ça peut vous rendre un petit peu nauséeux, voire vertigineux quelques minutes, une sensation un peu d'ébriété qui peut durer quelques instants. Et il y a un certain nombre de patients qui réagissent de façon dysphorique. Hein. C'est le gaz hilarant, et il y a des gens qui sont hilarants. Voilà, très bien, très bien. Voilà, super, génial. Sous Méopa, il y a une relation différente qui existe entre le patient et l'infirmière qui administre le Méopa. Et bien souvent, il y a une suggestibilité qui est renforcée, augmentée, et les gens qui font de l'hypnose le disent parfaitement, que leurs capacités sont multipliées, et que comme ça, il va y avoir un effet vraiment additif. On va renforcer l'action antalgique du Méopa par ce côté relationnel, et on le voit tous les jours maintenant, quand on voit les soignants qui utilisent ces techniques d'hypnose ou relationnelle, de distraction, on va capter la sensorialité des enfants et on va pouvoir faire des gestes beaucoup plus douloureux que ce qu'on pouvait faire sous Méopa seul. Cette place-là, c'est pour Alex. Alex. Alex, c'est moi qui est devant. Voilà, c'est toi qui es devant, bien sûr, évidemment. Dans l'explication que je vais leur donner, je ne leur dis jamais qu'ils ne vont pas sentir. Parce qu'effectivement, ils vont avoir moins mal et sûrement moins peur, mais ils vont sentir qu'on les touche. Donc je vais leur dire qu'ils sentiront qu'on les touche, mais la douleur devra être diminuée. Mais de toute façon, je m'engage toujours, et avec la personne qui fait le soin, si vraiment c'est trop douloureux, d'arrêter le soin. Par un geste, par une phrase. Malheureusement, ce n'est pas une méthode efficace à 100%. Il y a quelques échecs. Et donc ça, il faut savoir l'accepter et à ce moment-là d'utiliser d'autres méthodes ou d'autres moyens antalgiques. Mais ce qui est très important, c'est d'évaluer la douleur du soin une fois que le soin est terminé, parce que très souvent, on a des grosses surprises. On peut avoir l'impression qu'un soin s'est bien passé alors que la douleur, l'enfant a ressenti une douleur, il est capable de nous dire qu'il a eu une VA par exemple à 7.
Alors, Ça va bien. au niveau de la douleur, comment ça s'est passé pour ta main? J'ai rien senti. T'as pas senti? J'ai senti à des moments que j'ai senti l'eau et j'ai senti que ma main chauffait un peu, mais c'est parce que c'est la douleur un peu que quand je me suis brûlé la main. Mais contrairement, des fois, on a des mauvaises impressions et l'enfant ne se rappelle que de l'histoire que l'on a pu raconter et pas du tout du soin. Donc, c'est important de faire formuler à la fin du soin comment celui-ci a ressenti le soin. C'est pas notre impression qui compte, mais c'est comment l'enfant a vécu ce soin. On l'a emmené en avion, maman, hein? Maman. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait bizarre quand on respire dans le tuyau. Mais c'est bizarre agréable ou bizarre désagréable? Désagréable, on va dire, parce que on n'a pas la même respiration. Ouais. Du tout. Et quand on a le truc qui respire, on voit des étoiles partout. Ouais. Et alors vous diriez si quelqu'un devait avoir la même chose que vous, des points de suture ou des trucs douloureux, vous lui diriez donc c'est pas la peine de prendre le gaz ou vous le conseillez? Qu'il faut prendre le gaz, ça détend directement. Ah oui, quand ça même. détend. Ah ouais, ça détend. L'homéopathie, il y a des inconvénients, il y a des bénéfices. Les inconvénients, finalement, c'est que c'est pas 100% prédictible et qu'il y aura 10, 20, 30% d'échecs. Alors les échecs, ça va dépendre en effet des antécédents du patient, s'il y a eu des actes douloureux, si ça s'est mal passé, et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser précocement, parce que si on va l'utiliser au bout de 3-4 tentatives, et ben là on met pas toutes les chances de son côté, ça c'est évident. Les causes d'échec aussi, si on n'est pas à l'aise avec l'homéopathe, et plus on aura l'expérience, plus le taux de succès va être grand. Actuellement, c'est un peu la banalisation du l'homéopathe dans certaines équipes, certains services d'urgence, on va vouloir faire tout et n'importe quoi avec l'homéopathe. Il y a certaines réductions de fractures, ça doit se faire avec une vraie anesthésie ou une anesthésie loco-régionale. Et il y a certaines réductions qui se font sous homéopathie seul, et c'est vraiment insuffisant. Alors, les bénéfices, c'est évident. C'est une méthode simple, qui a une très grande marge de sécurité. Un personnel paramédical bien formé peut parfaitement administrer cette méthode avec toutes les conditions de sécurité et d'efficacité. Vous vous sentez là un peu bizarre? Ouais. Mais encore une fois, il faut être très vigilant dans la préparation des patients, bien leur expliquer. L'aspect relationnel est essentiel parce qu'on va augmenter les capacités de succès pour le bénéfice donc, des patients et des équipes.